Elle m'ausculte, tâte mon ventre. Elle me dit, on doit me faire une hystérectomie totale. C'est-à-dire qu'on m'enlève tout mon utérus et que je n'aurai plus jamais d'enfant. J'ai perdu mon poste parce que je n'avais plus de projet. On m'a mis sur un poste qui était en dessous de coordination. C'était très, très difficile. J'étais devenue chiante aussi. J'étais devenue, dans ma vie de couple, ça allait plus. Et je me suis retrouvée seule, au bout de la pauvreté. Et un jour, un de mes fils, il m'a demandé, mais maman, à chaque fois qu'on vient te demander l'argent, tu n'as jamais l'argent. Quand est-ce que tu auras de l'argent? Trouve-toi un vrai boulot. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau de l'émission Au repas à la fois une femme extraordinaire, une femme qui a vécu des situations qui auraient pu l'emporter, mais qui par la foi, par son abnégation, est une héroïne. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Agathe Jeanne d'Arc qui est là. Alors Agathe, nous avons notre audience qui a voulu bien savoir qui est-ce que tu es, quel est ton parcours et pourquoi est-ce que aujourd'hui, on te nomme parmi ces personnes-là qui ont fait des succès par la foi. Est-ce que tu peux revenir sur ta présentation, sur ton parcours également? Oui, merci. C'est une très belle question et j'ai un plaisir de répondre à cette question ici. Donc, comme tu l'as dit, je suis Agathe Jeanne d'Arc. J'aime bien me présenter comme une fille du royaume. Je suis une maman, je suis épouse de roi, je suis également une entrepreneur, je suis business coach et j'aide les entrepreneurs qui manquent de visibilité en ligne, voilà, à augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'utilise cet outil-là qu'on appelle le personal branding, qui est un outil de communication qui permet vraiment aux entrepreneurs de se démarquer de la concurrence pour pouvoir faire également des exploits, être visibles, se démarquer de la concurrence et voilà, augmenter réellement leur chiffre d'affaires. Donc tu as su tirer profit du digital aujourd'hui qui est en train de transformer la vie de milliers et de millions de personnes au monde aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai su tirer. Aujourd'hui, voilà, je peux dire que j'ai un très bon positionnement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai eu cet éveil de conscience là en 2016. En 2016, parce que je sortais en réalité d'une période de dépression, de burn-out. J'avais eu un cancer il y a quelques années et ça m'a vraiment mis ma confiance en soi à zéro. Donc j'ai été déprimée, j'ai été rejetée par mon employeur. Donc j'ai eu beaucoup de blessures, de rejet et d'abandon. Et à la suite de cela, j'ai eu également ma famille qui s'est disloquée. Je me suis séparée avec mon mari. Je me suis retrouvée femme seule. Donc dans cette situation-là, Ça c'était pendant que tu vivais la maladie du cancer ou bien c'était après. Après. Oui. Mais comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu sais que tu as cette maladie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Ah, ça va me replonger. J'espère que je ne vais pas pleurer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque on découvre la maladie? Il se trouve qu'en tant que femme, pour vous les femmes qui connaissaient, c'est pour ça qu'il est important de faire toujours des frottis. Il est important, par exemple, de se palper les seins pour celles qui ont des cancers des selles. On est au mois d'octobre rose, en fait. Et la maladie s'est déclenchée après mes règles, en fait, j'avais des saignements parce que j'avais eu un cancer du col de l'utérus. Donc, j'avais des saignements qui n'arrêtaient pas. Donc, après mes règles, j'étais toujours obligée de mettre des protège-slips pour ne pas me salir. Un mois est passé, le deuxième mois, donc je vais chez le gynécologue qui me palpe. On sent une boule au niveau, une boule au niveau du col de l'utérus. Et le médecin, le gynécologue m'envoie faire des analyses et on enlève cette boule-là. Quand on analyse cette boule-là, on voit comme c'était un polype, un kyste, une forme de kyste en fait. Nous appelons ça le polype. Donc ceux qui sont dans la médecine, enfin, sur le corps médical vont comprendre. Et ce polype-là, quand on a analysé, on a vu qu'il n'y avait rien. Cette première. Quelques mois, le mois qui suivait en fait, 6 semaines après, j'ai les mêmes symptômes en fait. Donc le polype en fait, il avait encore regrossi et cette fois-là, quand je me touchais, je voyais, je sentais quelque chose, une boule en fait. Et maintenant,
je repars chez le même médecin, chez le même gynécologue, voilà, le chirurgien gynécologue, qui enlève encore cette boule-là et qui analyse encore. Et on voit qu'il y avait des cellules cancérigènes. Et ils ont repris les premières lames qu'ils avaient faites 2 mois avant. Ils ont vu qu'en fait, les premières lames n'ont pas été bien analysées. Et ce sont les deuxièmes lames qui ont été vraiment bien analysées. À ce moment, tu vivais en France? À ce moment, j'étais en France. J'avais déjà, j'avais déjà mes 2 enfants. J'avais un très bon poste. Je travaillais en tant que chef de projet en informatique. En informatique, effectivement. Voilà. Et du jour au lendemain, comme ça, comme la maladie avait frappé à ma porte, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Donc, c'est ainsi que... Et quand on t'annonce, raconte-nous la passion on t'annonce, parce que très souvent, lorsqu'il y en a qui connaissent ça, ils font du déni, ou alors ils tombent dans la dépression. Quel est ton état d'esprit quand tu es au courant? Déjà, quand on m'annonce, on ne m'annonce pas comme ça, en fait. Quand on dit les premières lames, on dit que c'est des trucs, c'est les cellules cancérigènes et tout. Bon, il y a des cellules malignes, des cellules bénignes. Moi, je ne comprends pas le français de ça. Je ne comprends pas et je ne me vois pas, en fait, en train de mourir tout de suite après. Donc ça, c'est quelque chose que... Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours aidée. En fait, comme je disais, je me vois pas en train de mourir parce que quand on entend cancer, c'est synonyme de la mort. De la mort, c'est fini pour moi. Et je voyais mes 2 enfants, ils étaient encore très petits. Je ne me voyais pas en train de mourir. Donc, le jour où je me suis rendu compte que j'étais malade et que j'allais suivre un traitement difficile, c'est quand le chirurgien nous a amené, nous a envoyé la lettre d'aller dans un hôpital d'oncologie. Dans cet hôpital-là, l'oncologue, elle m'ausculte, elle tâte mon ventre, elle me dit on doit me faire une hystérectomie totale. Ça veut dire quoi? C'est une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on m'enlève tout mon utérus et que je n'aurai plus jamais d'enfant et que voilà, je ne sais même pas ce qui va se passer, voilà. Et c'est ce jour-là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment malade, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et je me suis mise à pleurer, en fait. Pleurer, j'étais inarrêtable. Pleurer en sanglots comme un enfant. Et j'ai dit que je ne veux pas aller là-bas, dans cet hôpital-là. Et et je suis repartie chez le gynécologue, le premier gynécologue qui avait opéré et tout. Il nous a renvoyés dans un autre hôpital qu'on appelle l'IGR, où je me suis fait suivre. Et alors, lorsqu'on est arrivé là-bas, la gynécologue, le chef de service de l'oncologie à l'IGR, ils ont encore analysé toutes les lames, tout, parce que ici c'est comme ça. En France, quand tu vas d'un hôpital à l'autre, ils font toujours des examens pour pouvoir être sûrs de ce qu'ils font. Donc ils ont analysé, ils ont dit que voilà, le cancer, il était il était en début, et que on allait me faire juste couper le col de mon utérus, qui s'appelle la conisation, et enchaîner le traitement. Donc cette dame-là était tellement maternelle qu'elle m'a rassurée que tout allait bien. Par rapport à la première qui me montrait qu'elle allait tout décapiter sur moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir de l'assurance et accepter que voilà, il y avait que tout allait bien se passer en fait. Oui. Que tout allait bien se passer. Tout allait bien se passer. Et pendant ce temps, parce que quand on annonce ce genre de maladie, quand on t'annonce que tu as un cancer, tout de suite après, dans les pays développés, la prise en charge, c'est tout de suite. Donc, lorsque je vais dans cette deuxième hôpital... Ça, c'est une prise en charge médicale et psychologique aussi, ou bien juste médicale? Non, prise en charge médicale et psychologique. Parce que j'étais suivie aussi par un psychologue et il fallait expliquer aux enfants. Il fallait même m'expliquer que voilà, mes cheveux... Avec quel âge à ce moment? Mes enfants avaient 3 ans et 18 mois le dernier. Wow. Oui.
Tu as perdu des cheveux? Oui, j'ai perdu des cheveux pendant le traitement, j'ai perdu mon teint, j'avais noirci, je maigrissais, je grossissais, je faisais yo-yo, j'arrivais pas à manger. Quand je dormais, j'avais des bouffées de chaleur. Ça, c'était les effets de la chimio? Oui, ça, ce sont les effets de la chimio. Okay. Après le traitement, comme je disais, donc elle a dit que voilà, c'était réparable. Tout de suite après, le lendemain, j'étais déjà internée. Okay. Donc, je faisais la chimio. Je passais 5 jours à l'hôpital où j'étais suivie. C'était tellement difficile parce que la fatigue était extrême. Aujourd'hui, les traitements de chimiothérapie, c'est pas aussi lourd, mais c'était tellement difficile. Et on m'avait donné 6 séances. Au bout de la 6e séance, j'avais été forte. Au bout de la 6e séance, en fait, c'est comme si mon corps n'en pouvait plus. Mon corps n'en pouvait plus. Et par la grâce de Dieu, ma mère, elle était venue pour me soutenir. Okay. Et à cette période-là, mon corps était en train de lâcher. Un jour, je suis tombée dans les pommes et ma mère, elle m'a vu tomber comme ça. Elle m'a donné l'une. Oui. Je me suis réveillée parce qu'en fait, mon corps était faible. Et c'est comme ça que, avec les traitements que je suivais, on avait aussi des traitements que ma mère, avec des prières, ma famille priait beaucoup. Est-ce que toi, tu étais déjà dans la foi à ce moment-là? J'étais dans la foi, mais pas comme maintenant. Je peux dire que cette partie de ma vie-là a fait en sorte que ma foi augmente vraiment drastiquement. Parce que lorsque j'ai suivi le traitement, j'étais encore en rémission. En rémission, ça veut dire que tu n'es pas complètement sorti. Voilà, tu es guéri, on a fait toutes les analyses et ensuite on a vu que il n'y a plus les cellules. Mais comme on dit, ces cellules-là sont vraiment malignes, il faut un suivi. J'étais suivie tous les 3 mois. Et pendant tous les 3 mois-là, c'est là où la partie vraiment de la foi vient. C'est là vraiment où le traitement, comme je veux dire, la guérison spirituelle, c'est-à-dire que Dieu, ils ont fait, le médecin a fait sa part, mais il y a cette partie de la foi, de croire que Jésus, il est là, il a payé le prix pour moi, là où j'étais, prenais conscience de ça. Et j'avais aussi des pasteurs qui venaient prier avec moi pendant la période où j'étais malade. Donc, ce qui fait que j'avais des voisins même qui ils me voyaient que j'étais malade parce que j'avais perdu mes cheveux, j'avais noirci. Et puis, j'étais aussi ouverte au dialogue avec ça. Je leur disais que j'étais... J'en parlais. Voilà, j'en parlais. Voilà, j'en parlais vraiment aisément. Et au fur et à mesure, les années sont passées, ça m'a rendue fébrile, j'ai été guérie, je vais dire ça comme ça, Dieu m'a guérie, j'aime dire ça, les médecins m'ont soignée, mais Dieu m'a guérie. Mais Dieu m'a guérie aussi parce que même dans les moments de faiblesse, j'ai toujours cru que j'allais guérir. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a annoncé qu'il y avait des cellules, c'était pas comme si c'était à moi qu'on s'adressait. Je n'avais jamais pensé que j'allais mourir, en fait. Tu avais refusé la mort. J'avais refusé la mort, dont j'étais combattante. Et même pendant toute cette période-là, lorsque je récupérais avec la force, j'allais accompagner mes enfants à l'école et j'allais les chercher à l'école. Quand j'avais la force, même je cuisinais. Voilà, je cuisinais parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Mais cependant, cette maladie a eu des effets vraiment psychologiques énormes. Parce que, comme je dis, c'est venu détruire vraiment une confiance en moi. C'est vrai que lorsque j'ai repris le travail, j'étais plus à 100% au niveau de mon emploi. Changé. Tu avais... J'étais plus efficace, j'étais faible. Plus efficace, voilà, tu doutais de toi. Je n'étais plus efficace, je doutais de moi. Et même physiquement, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir une journée de 10 heures, de 8 heures au travail. Donc, ce qui fait que j'ai commencé par un mi-temps thérapeutique. Voilà. Et lorsque j'ai commencé même à plein temps, j'ai perdu mon poste. Enfin, je peux dire que j'ai perdu mon poste parce que je n'avais plus de projet. On m'a mis sur un poste qui était en dessous de coordination. Un poste de coordination. Et pendant ce temps, c'était comme si on me rabaissait. Donc, ça venait en fait réduire en fait ça venait encore en fait diminuer le manque de confiance en soi, confiance en moi. Ce qui fait que j'étais comme perdue. Donc, je suis passée
de dépression en dépression, de burn-out en burn-out. Voilà. Et à un moment donné, j'étais vraiment en arrêt de longue maladie parce que psychologiquement, c'était réellement très, très difficile. C'était très, très difficile. J'étais devenue chiante aussi. J'étais devenue... dans ma vie de couple, ça allait plus. Et je me suis retrouvée seule, au bout de la pauvreté. Et un jour, un de mes fils, je vous passe les étapes, et il m'a demandé, mais maman, à chaque fois qu'on vient te demander l'argent, tu n'as jamais l'argent. Quand est-ce que tu auras de l'argent? Trouve-toi un vrai boulot. Il avait quel âge à ce moment? Il avait comme 8 ans. Ok. Et ça t'a touché? Mais je me suis demandé, est-ce que je vais laisser un héritage comme ça à mes enfants? Une maman qui est toujours sur le lit avec les cheveux ébouriffés, avec le cabas et tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à scroller sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas d'internet. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Bref, toujours est-il que au fur et à mesure, je commençais un peu à m'intéresser. J'ai scrollé sur les réseaux. Je suis tombée sur les vidéos de motivation, les vidéos de développement personnel, les vidéos de développement spirituel. Et c'est dans ça que j'ai fait la rencontre de mes coachs qui étaient mon mentor, le coach William Diamène, qui parlait de talent. Ok. J'ai découvert c'était quoi mes talents, c'était quoi ma mission de vie. Et j'aime souvent dire que c'est à 45 ans que je renais. C'est à 45 ans que je renais, tout simplement parce que il existe 3 moments dans la vie d'un individu. Le moment où il naît, le moment où il donne sa vie à Jésus, voilà, et le moment où il meurt. Dans cette nouvelle naissance, de connaître ma mission de vie, c'est pas que j'étais déjà née de nouveau. C'était quelque chose qui a donné une lueur d'espoir, qui m'a donné une lueur d'espoir. Et pendant ce temps, dans la quête de mon évolution, mes enfants grandissaient. J'avais décidé de changer d'air. Je suis allée en Angleterre pour me reconstruire, pour essayer de m'installer là-bas. Et mes enfants qui étaient chez leur père, il y avait un qui n'allait plus à l'école. Et j'ai tout abandonné pour aller aider mon fils aîné, pour qu'il revienne, pour qu'il reparte à l'école. Et c'est comme ça qu'il a évolué jusqu'à ce qu'il a eu son bac. Okay. Et quand j'ai vu tous les efforts que je fais là, ça m'a donné ça. J'ai compris que non, il y avait une force en moi. Parce que des fois, on prie, on fait des choses, mais on ne se rend pas compte en fait de la force qui est en nous. Oui. Ça, c'est un premier déclic qui a fait en sorte que j'ai senti que, voilà, il y avait des choses énormes en moi. Je savais qu'il y en avait, mais le fait d'avoir fait ça jusqu'à arriver à un résultat, ça a créé vraiment quelque chose d'inarrêtable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me construis petit à petit, mais tout en me formant. Oui. Tout en me formant. J'évolue tout doucement. Et aujourd'hui, je suis auteur d'un livre que j'ai écrit sur l'image et co-auteur d'un livre qui s'appelle Impacter au féminin. Et les sources qui m'ont permis d'arriver à là, je peux dire, c'est vraiment de m'entourer de très bonnes personnes. Oui. De très bonnes personnes, de travailler vraiment sur d'abord mes blessures intérieures, d'avoir des routines, de travailler sur... Justement, parle-nous des routines, parce que la personne que je connais, je sais que Agathe Jeanne d'Arc pratique beaucoup d'activités et inspire d'autres personnes également à mettre sur pied des routines pour gagner la confiance et aussi pour développer leur image de marque. Donc, quelles sont les routines que toi, tu as eu à mettre sur pied, qui t'ont aidé et qui aujourd'hui peuvent inspirer d'autres personnes? Super. Merci pour cette belle question. Avant d'en arriver là, à cette question-là, j'ai envie de dire que lorsque j'étais malade, j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Donc, quand je suis sortie de cette maladie-là, j'ai découvert en fait mon potentiel. J'ai découvert ma mission de vie. Et dans ma mission de vie, j'ai travaillé sur mon pourquoi.
Quand on parle du pourquoi, c'est vraiment ton essence. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais cette facilité-là à dire aux personnes que voilà comment tu vas te tenir, voilà comment tu vas parler, voilà au niveau de ta stratégie de communication. Donc c'est un ensemble de tout ce que j'avais déjà appris, voilà, que je mettais au service des autres déjà sans même le savoir, qui m'ont permis en fait quand j'ai voulu faire ça de ma manière professionnelle, de travailler sur mon pourquoi. Et dans la quête de mon pourquoi là, où est-ce que ça venait, cette fibre de vouloir, d'aimer travailler sur mon image, de vouloir sublimer les personnes, de vouloir me sublimer, et qui permettait de réveiller la confiance en soi, de moi ou des personnes que je travaille. Ça venait du fait que, quand j'étais petite en fait, quand j'avais 8 ans, je ne savais pas lire en fait. À 8 ans? À 8 ans, je ne savais pas lire. Wow. Ça a dû être difficile au milieu des autres enfants qui, à 8 ans, lisent et écrivent. Très, très difficile. Donc, ma mère ne comprenait pas comment elle a des enfants qui ont presque le même âge. Mes petites sœurs qui étaient à la maternelle, elles lisaient déjà couramment. Voilà. Mais moi, je lisais certainement, pas. Tu étais très belle, mais tu ne savais pas lire. Parce oui. qu'on te voit à 50 ans et plus, très belle, très bien conservée. J'imagine à 8 ans, tu étais encore plus belle, mais tu ne savais pas lire. Non, je ne savais pas lire. En effet, je ne savais pas lire. Et j'étais frustrée. Je crois que je n'étais pas intelligente. Et mon seul refuge, c'était devant le miroir. Donc, quand j'étais devant le miroir, j'attachais mes cheveux ou je volais les rouges à lèvres de mes tatas pour mettre, je coupais mes habits. Donc, j'existais en fait devant le miroir, Et c'est comme ça que depuis toute petite, j'ai commencé à toujours bien me mettre, à m'intéresser aux magazines, voilà, où il y avait des couleurs. Donc, au lieu de lire les livres comme mes sœurs lisaient, voilà, des romans, moi, c'était plutôt les magazines, tout ce qui avait des photos, les images. Ah, c'est ça. Donc, c'est de là, en fait, où part, en fait, ma source vraiment sur l'image. Mais ça, en fait, j'avais oublié. C'est quand j'ai commencé à travailler sur ma mission de vie, travailler sur mon pourquoi, que j'ai pris cette source-là, là-bas. Et comme je dis, je suis toujours accompagnée, je me fais accompagner. Cette image-là, ce travail sur l'image m'a fait développer des compétences aussi au niveau de la communication. La communication, c'est de là où voilà, je commence à travailler dans une grande association aussi sur l'image de marque de cette association, une association de femmes chrétiennes leaders. Et d'abord naturellement, et je me perfectionne maintenant auprès d'une coach en personal branding qui me montre vraiment les étapes pour vraiment mettre en pratique déjà sur moi-même. Et ensuite, c'est comme ça que je projette auprès des autres. Donc, ce qui fait que les personnes que j'accompagne aujourd'hui, je les accompagne vraiment pour travailler vraiment sur leur image de marque. Parce que pour travailler sur leur image de marque, ils ont besoin vraiment de se connaître. Quand on parle de se connaître, c'est aller vraiment au fond d'eux pour savoir d'où vient leur essence, comme je parle de mon pourquoi là. Pour pouvoir tirer leur force, je travaille avec eux sur ça. Pour pouvoir travailler, ils travaillent sur leur force, ils travaillent également sur leurs points à améliorer, ils travaillent sur leurs valeurs, ils travaillent aussi sur leurs compétences en fait. Parce que rien ne se perd en fait dans la vie. Et ensuite, ils vont travailler aussi sur leurs images de marque, sur comment ils veulent qu'on leur voie. Ça, c'est ce que j'appelle se faire connaître. Voilà, quand je connais pourquoi je veux travailler sur mon image de marque, comment j'ai envie de me présenter auprès des autres, auprès de mon audience, qu'est-ce que je veux même d'abord, qu'est-ce qui m'inspire. À ce moment, je leur demande comment voulez-vous vous présenter. Est-ce que vous voulez vous présenter sur les réseaux sociaux ou pas sur les réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et ensuite, maintenant, dans cette partie-là de se faire connaître, il y a une partie importante que je travaille aussi avec eux, qui est le conseil en image. Conseil en image, en fait, c'est une petite partie du personal branding, mais parce qu'on ne peut pas parler de branding sans parler d'image. Donc, le conseil en image, là, ça fait un shift, en fait, sur les personnes. Parce qu'au travers de là, je travaille avec les personnes vraiment sur leur image interne, sur leur identité. Oui. Parce que il se trouve que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux
qui se font une image qui est fake, qui n'est pas alignée avec leur image interne. Oui. Et c'est quoi le danger quand on est dans ce cas? Ça veut simplement tout dire qu'on n'est pas aligné, on est fake en fait. On présente une image qui n'est pas soi-même, ce qui fait qu'on peut s'arrêter en cours de route. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas assumer juste quelque chose qu'on ne porte pas. On porte un manteau qu'on n'est pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir vraiment travailler sur une image de marque, il faut travailler à 70% sur ton image interne. Ok. Sur ton image interne. Et ceci passe aussi par la foi. Voilà. Moi, ça passe vraiment par la foi parce que l'identité, quand je travaille avec les femmes, c'est beaucoup plus sur leur identité. Sur leur identité. Il y a aussi des personnes, voilà, qui n'ont pas, qui sont pas forcément des personnes qui croient en Dieu, mais il y a cette dimension spirituelle là, qui savent qu'elles sont nées d'un créateur et qui leur permet de définir en fait qu'elles sont uniques. Très bien. Alors, Agathe, j'ai quelques questions. Tu as fait une très belle présentation sur tout ce que tu fais et ce que tu es devenue aujourd'hui. Donc, tu es quittée d'ingénieure en informatique, atteinte d'un cancer et totalement guérie. Aujourd'hui, à chef d'entreprise qui accompagne des personnes qui veulent avoir une belle visibilité en ligne. J'ai une question. Est-ce que à certains moments, tu as peur que le cancer revienne? Parce que je pose la question par rapport à ceux qui nous suivent. Et moi, il y en a certainement qui se disent, OK, je suis dans cette situation, mais j'ai toujours cette peur-là. Quelle est son expérience à elle? Ah oui. Et si jamais ce n'est pas le cas ou c'est le cas, comment est-ce que tu fais pour chasser ces pensées? Oui. Pendant longtemps, je n'y pensais même plus, en fait. OK. On va dire, depuis que j'ai eu 50 ans, en fait, de temps en temps, il y a ces pensées-là qui me reviennent. Donc, ce qui fait que dans ma tête, je dis, ah tiens, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Je ne peux pas dire que ce n'est pas venu, parce que ces pensées-là ne sont jamais venues. Mais je n'intègre pas ça dans mon système de pensée, en fait. Okay. Donc, ce qui fait que moi, j'intègre dans mon système de pensée, en fait, comment prendre soin de mon corps pour qu'il n'y ait plus jamais de récidive. En quoi faisant, par exemple? En prenant soin de mon alimentation, en faisant du sport. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Oui. Voilà. J'ai vu des vidéos où tu sautais à la corde. Oui. Je suis très, très sportive. Je fais de la natation. Même quand je vais en salle de sport, les dames me disent, ah, je saute plus que les minces. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Okay. Voilà. Je suis très dynamique. Et puis aussi, quelque chose qui est très important, moi, j'ai un cœur d'enfant, en fait. Donc, je ne laisse pas les pensées négatives. Je ne suis pas entourée des personnes qui vont me donner des ondes négatives ou parler des gens ou alors alimenter un genre de conversation là qui ne vont pas me faire du bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà bien cadré dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon cadre d'amis est vraiment limité. Mon cadre d'amis est limité. C'est pas moi qui ai fait, hein. Donc, c'est que même les amis que j'avais il y a 10 ans, j'en ai perdu beaucoup. J'en ai perdu beaucoup parce que quand j'ai commencé à me reconcentrer sur moi, quand on parle de mission de vie, en fait, ça nous amène vraiment à se recentrer sur nous. Se recentrer sur nous. Donc, ce qui fait que mon entourage aussi me permet de garder vraiment une discipline, une routine, voilà. Qui me permet d'avoir un système de pensée qui va me permettre de me conduire plutôt vers ma destinée. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a des versets bibliques qui t'ont parlé et qui ont contribué à te transformer? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs versets bibliques. Il y a déjà le premier verset biblique que j'aime et que je partage avec ceux qui... c'est le psaume 23:7, tel tu penses, tel tu es. Voilà. C'est bien ça, hein? Le psaume 23, verset 7. Non, c'est pas le psaume 23. Tel tu penses, tel tu es. Bref. Oui. Tel tu penses, tel tu es. OK. Non, c'est le psaume... Bref, on va laisser le verset biblique. Tel tu penses, tel tu es. Parce que ce psaume, il est tellement puissant. Quand j'ai compris la puissance de ce psaume, j'ai arrêté, en fait, de me victimiser, à me dire que, ah oui,
Si ce n'était pas que j'étais séparée, il devait pas avoir ça dans ma vie. Voilà, parce que je me sentais un peu comme victime. Ah oui, si mon employeur n'avait pas m'a fait ci, fait ça. Donc j'alimentais parfois un système de pensée qui me faisait en sorte que de ne pas déployer mon potentiel. Donc, tel je pense, tel je suis, me donne en fait la possibilité d'avoir ce que je veux. Très bien. Il y a un autre verset aussi. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ok? Ça, c'est un verset aussi où, à chaque fois où je veux, par exemple, être dans cette émission, comme dans cette émission ou ailleurs où j'ai la possibilité de m'exprimer, voilà, je me donne l'audace, je me donne l'autorisation, voilà, d'exprimer ce que j'ai à partager sans avoir peur. Très bien. Sans avoir peur. Il y a un autre verset que je me rappelle plus l'idée, voilà. Juste l'idée générale. Voilà. Il t'a donné un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Il y a un autre dit que tu mangeras à la table des rois. Voilà. Parce que moi, j'ai ces valeurs-là d'avoir cet esprit de grandeur. Voilà, d'avoir cet esprit de grandeur, d'avoir cet esprit d'excellence. Et c'est ces piliers-là. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui m'inspire, je regarde, j'observe la personne, j'écoute la personne. Et je me dis, mais si cette personne peut arriver, je peux aussi y arriver. La preuve, lorsque j'étais à -0, down, à la période où je n'étais rien, ce sont des vidéos qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de croire en moi, de croire que je pouvais y arriver. Et je me suis rendu compte que dans les enseignements de leadership, Mata Karine, quand on nous donne, quand tu regardes une personne qui t'inspire, ça veut dire que tu as cette semence-là en toi. Exactement. Donc, et c'est ça, ces choses-là, j'ai acquis ça avec la connaissance en fait. S'il n'y avait pas la connaissance, si je n'allais pas à l'information, j'allais toujours rester dans ce système de pensée de victime. Quand j'écoute tout ça, je me dis, waouh, j'ai quand même devant moi une femme qui a plus de 50 ans et qui parle comme ça. Est-ce que je me demande, est-ce qu'il n'arrive pas souvent des situations où tes amis d'âge sont en conflit avec ton système de pensée? Parce qu'à 50 ans, la plupart des gens pensent déjà à la retraite, ne sont pas en train de recommencer dans une nouvelle carrière. Est-ce que tu as souvent ce conflit-là lorsque tu discutes avec les gens qui sont dans la même tranche d'âge que toi? Malheureusement, non. Je n'ai pas ce genre de personnes dans mon entourage. Dans mon entourage, on est plutôt très, très, très admiratif. Très admiratif. On me demande même très souvent comment tu fais. Comment tu fais pour y arriver là? Je suis admiratif. J'ai une amie, par exemple, qui est médecin, voilà, elle est médecin, elle est vraiment, mais je veux dire, qui est très admirative de moi et qui me demande même des conseils sur, parce que c'est pas parce que tu es au niveau de tes fonctions, tu es, je sais pas, que tu es ministre, tu peux être ministre, avoir un gros manque de confiance en soi en fait. C'est ça. Voilà. Et je veux rappeler ici que la confiance en soi, en fait, ici, on peut avoir un niveau de confiance en soi de 8 sur 10 et un niveau de... et par exemple, parler comme je suis en train de parler là, que c'est 0 sur 10 ou 1 sur 10. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin bientôt, mais nous avons 2 dernières questions à poser à Agathe. Agathe, aujourd'hui, tu as plusieurs activités que tu fais. Tu es chef, tu as été formée comme chef, tu as une entreprise à ce niveau où tu fais du service traiteur à l'international. Tu es écrivaine, tu es conférencière, tu as fait des conférences à l'international. Tu as aussi une entreprise de marketing digital. Exactement. Qui a aidé plusieurs personnes aujourd'hui. Ça veut dire que tu es leader.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous 2 clés de ton leadership qui te permettent de gérer ces entreprises et de gérer aussi les personnes qui travaillent avec toi au quotidien? Oui, ça c'est vraiment très très important. Merci pour cette question. Donc, avant de partager ça, je voudrais déjà vous présenter Les livres. Voilà, le livre Ton image compte, qui est un livre qui vous permet de travailler sur votre personal branding. C'est un coaching qui est résumé dans un seul livre, donc vous pouvez le trouver. Donc, je suis auteur et le livre Impacter au féminin où je suis co-auteur. Voilà. Plusieurs entreprises. En fait, dans mon parcours de la foi, je me suis appuyée sur la femme du Proverbe 31, qui est très important, parce que on n'est pas né en fait pour faire une seule chose, et on se rend compte qu'avec la vie d'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ses objectifs ou alors avoir une bonne qualité de vie tout simplement en fait, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc j'ai eu la grâce d'avoir ces enseignements-là, ce qui fait que je suis à la tête, comme tu as dit tout à l'heure, de plusieurs entreprises, plusieurs entreprises. Je suis chef, je suis allée à l'école à 50 ans pour être chef. Je suis CEO de l'agence AJD Communication. Okay. Voilà, je suis coach business, voilà, j'aide aux personnes à travailler sur le personal branding. Et je suis conférencière, je suis auteur, je suis aussi speaker, je suis présentatrice d'émissions. Voilà, je suis présentatrice d'émissions. Tout ça, je ne peux pas faire tout ça seule. Exact. J'ai une équipe qui me permet vraiment de porter à bien tous ces projets-là. Mais j'avoue qu'au départ, ça n'avait pas été facile parce que moi-même, il a fallu que je sois ordonnée. ordonnée. Donc, ce qui fait que j'ai pris des cours de leadership, voilà, qui m'ont permis aussi que je veux partager avec vous. C'est-à-dire que c'est vraiment la loi de la croissance. En sachant que chaque leader, en fait, il doit savoir qu'il doit croître, en fait, tout le temps. Un leader ne peut pas rester. En fait, comment ça se passe? C'est comme, en fait, au niveau je veux ramener ça à la fois. Hein. C'est comme, en fait, au niveau de la parabole des talents. Quand on te donne un talent, quand tu développes, en fait, ça se multiplie. Voilà. Donc, un leader, en fait, c'est comme ça. Donc, la loi de la croissance, appliquer de la loi de la croissance qui permet à tout leader de ne pas plafonner. De ne pas plafonner. Donc, et pour cela, il a fallu que je sache aussi gérer mes équipes. Donc, gérer mes équipes, c'est-à-dire que leur donner du travail à faire et avoir le suivi. Et au fur et à mesure, ça n'avait pas été facile parce qu'il faut une certaine compréhension aussi entre moi et l'équipe qui construit. Donc, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir des réunions régulières avec ces équipes-là pour qu'ils me comprennent et que je les comprenne aussi. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, il y a une très grande progression au niveau des équipes où le travail est fait presque en temps en heure aujourd'hui, je veux dire à 80%, ce n'est pas encore 100% parce qu'on a encore des choses à améliorer. Et ce qui fait que mes entreprises progressent au fur et à mesure. Super, voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Alors, dans ton parcours, tu as beaucoup parlé des coachs que tu suivais. Tu as parlé des personnes qui t'ont inspiré. Alors, je voudrais savoir pour la communauté qui nous écoute, quelles sont, selon toi, les 3 personnes qui t'ont marqué dans ton parcours? Et qu'est-ce que ces personnes-là ont fait qui a contribué aujourd'hui à la personne que tu es? Les 3 personnes qui m'ont marqué, leader, il y a beaucoup de personnes, mais il faut que je choisisse. Voilà, les 3 personnes qui ont des histoires inspirantes. Comment elle s'appelle, la servante de Dieu, là? Celle qui a été violée par son père. Joyce Meyer. Joyce Meyer, voilà. Joyce Meyer, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce qu'elle a vraiment, quand on regarde, on sent vraiment que lorsque on a la foi, en fait, on peut
on peut passer outre de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le Seigneur vient effacer vraiment tout dans le cœur et qu'on devient une nouvelle personne. Parce que quand on écoute son histoire, c'est le genre de choses qu'on écoute, dit que mais comment ça se fait? Je peux pas oublier, je peux pas pardonner. Donc pour moi, ce qui m'inspire en cette femme-là, c'est son parcours de résilience. Ok. Oui, c'est son parcours de résilience et cette dimension de pardon. Voilà. Très bien. Voilà. Première personne. Ça, deuxième. Ouais. La deuxième personne que je voudrais partager ici, ce ne sera pas aussi au niveau du parcours de résilience, c'est par le travail. C'est un de mes mentors qui est l'apôtre, le coach William Jamen. Très bien. Voilà. Donc, je l'admire beaucoup par sa détermination. Parce que depuis que je l'ai connu, il n'a jamais lâché. Et je me suis rendu compte que moi, en le suivant, j'ai aussi cette fibre-là de détermination. Voilà. Et la troisième personne que je voudrais dire ici, c'est toi, Marc-Karine. Ah, j'aurais dû préciser en dehors de moi. En dehors de toi, voilà. C'est pas grave. Voilà. La troisième personne que je vais citer ici, qui m'inspire beaucoup, je vais parler de l'apôtre Ivan Castano. Okay. Voilà. Parce que je suis membre ICC, je suis m'écoute là-bas. Et c'est quelqu'un qui, au niveau de ses enseignements, il nous permet vraiment de shifter notre mindset. Okay. Voilà. Le mindset. Oui. Il nous permet de shifter notre mindset en s'appuyant vraiment sur la parole de Dieu. Super, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs femmes qui écoutent cette émission. Et parmi elles, il y en a peut-être qui sont malades ou alors qui ont peur, qui passent par des situations difficiles. Oui. Aujourd'hui, quel est le message que tu voudrais laisser à ces personnes-là? Oui, je voudrais vraiment dire à toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, je voudrais parler vraiment de la peur. La peur, en fait, c'est un sentiment qu'on doit ressentir. C'est normal de le ressentir. Et les personnes qui arrivent, moi, si j'ai réussi à dompter la maladie vraiment par la grâce de Dieu, je veux dire, c'est tout simplement que j'ai eu le courage de croire en moi et de mettre des actions en place qui ont fait que cette peur-là parte. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont seules. La peur vient déjà du fait qu'on croit qu'on est seul et que les pensées viennent envahir. Donc pour toi qui me regarde, peut-être tu es malade, peut-être tu manques de confiance en soi. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que pour vaincre la peur, en fait, il faut l'affronter. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de chose. Le meilleur et le seul moyen de vaincre ta peur, ce sera de l'affronter. Peut-être tu peux être malade. Il faut seulement que tu l'affrontes de pouvoir te soigner, que tu affrontes de pouvoir te voir déjà guéri. Parce que moi, j'ai été malade. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je vais fêter mes 53 ans bientôt. Je me suis découverte à 45 ans. Voilà. Je dis bien à 45 ans. Quand je suis, c'était quoi ma mission de vie. Donc, c'est pour dire que, et aujourd'hui, je suis instoppable. Je suis quelqu'un qui part partout parce que je partage mon message. Et je suis sûre que toi aussi qui me regardes, tu peux le faire, quel que soit le domaine où tu penses que tu veux. Et tu pourras aussi exprimer ta mission de vie, partager ce que tu as partagé auprès des autres. Voilà. Super. Alors, elle est quittée de ingénieure en informatique, malade à 45 ans et aujourd'hui à 52 ans, elle est chef de plusieurs entreprises avec une renommée à l'international. Elle est totalement guérie et elle aide d'autres personnes à découvrir leur mission de vie et à briller. C'est l'histoire de Agathe Jeanne d'Arc, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de victoire, c'est une histoire de succès avec Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que nous avons d'autres histoires aussi intéressantes. À plus tard.